Bonjour et bienvenue une fois de plus en Bretagne, mais cette fois-ci pas en extérieur. La pluie m'oblige à rentrer dans mes appartements, ce qui n'arrive pourtant pratiquement jamais, la pluie en Bretagne. Mais aujourd'hui ça se passera ici, sur mon canapé, et c'est pas plus mal, parce que je vais vous présenter mon livre. Merci mon cancer, ça y est, qui est sorti, je viens tout juste de le recevoir. Voilà, dans cette vidéo, je vais parler un peu d'anecdotes sur mon livre, sur la genèse, la couverture, etc. Et je vais aussi vous lire quelques passages du livre, tirés au hasard. Alors ce livre, je le découvre aujourd'hui, je vous disais. On va détailler un peu ce qu'on voit sur cette couverture, Daniel Bernstein. Alors, c'est la première fois de ma vie que je retrouve mon nom comme ça en première page d'un livre. Ça fait bizarre. Alors j'ai toujours dit, c'était d'ailleurs ce que je disais en premier aux éditeurs quand je leur écrivais, que moi, mon ambition, c'était pas d'avoir mon nom sur la couverture d'un livre. Je m'en moquais un peu. Mon ambition, c'était vraiment de faire un livre utile, un livre qui serve au plus de personnes possible, qui apporte de l'espoir, qui redonne le sourire. C'était vraiment pas ça la chose qui comptait le plus. Bon, maintenant il faut reconnaître, on ne va pas mentir, ça fait toujours plaisir de voir Daniel Bernstein sur la couverture. Ensuite, bon, le titre, Merci mon cancer, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon blog, j'en ai parlé aussi dans une vidéo où j'expliquais pourquoi j'avais donné ce titre. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite, c'est mon cancer. Alors il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Oh là là, malheureux, il ne faut surtout pas dire mon cancer. Dire mon cancer, c'est se l'approprier, et puis après on n'arrive plus à s'en débarrasser. » Alors bon, c'est vrai, j'entends ce raisonnement. Maintenant, quand j'ai essayé de trouver le titre du livre, il m'est apparu comme ça déjà, en premier, c'est ça qui m'est venu. Parce que je voulais vraiment remercier ma maladie et je ne voulais pas remercier la maladie des autres parce que des fois ça se passe très mal et je ne vais pas dire merci le cancer, non, ça serait complètement stupide. C'est aussi cette maladie qui m'a permis d'évoluer, de me retrouver plus heureux maintenant qu'avant. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Merci mon cancer. Maintenant, c'était une phase de ma vie, maintenant c'est terminé, ce n'est plus mon cancer, je ne veux plus en entendre parler, merci bien. Voilà, on passera là-dessus. Alors pardon, ici donc on va voir cette image, je sais pas, on va essayer de zoomer tout à l'heure pour voir mieux cette photo. Enfin c'est pas une photo, c'est une reproduction en fait. Alors pour la petite histoire, donc ça c'est ma mère qui a peint cette image-là à ma demande, c'était une commande. Voilà, ma mère qui a eu un petit succès à l'époque, un petit succès régional on va dire. Et moi j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Donc je me suis dit, ça serait bien que ce soit ma mère qui peigne la couverture de mon livre. Donc je lui ai envoyé l'image qui est représentée aussi sur mon blog de ce personnage qui gravit une montagne et qui admire un lever de soleil. Il plante aussi un drapeau, voilà, donc bon, vous avez bien compris la symbolique. Cet homme a passé l'épreuve, c'est moi. Et c'est, j'espère, aussi beaucoup de personnes qui ont des épreuves à passer. Donc voilà, on gravit l'échelle, l'échelle 450, on gravit la montagne, et ensuite on admire ce beau lever de soleil. Voilà, c'est la vie qui reprend son cours. Et ce drapeau, donc la symbolique du drapeau, c'est j'ai atteint le sommet, donc je plante mon drapeau et j'affirme ce que j'appelle
la légende personnelle. Donc j'avais déjà dit que j'avais repris ça de Paulo Coelho. Voilà, et donc on affirme sa légende personnelle. Alors c'est une histoire de famille, hein, faire un peu ce livre. Ma mère a donc fait la peinture de la couverture. Ma femme Marina a été ma première correctrice. Elle a toujours tout relu, tous les passages de mon livre, et c'est un travail de longue haleine qu'elle a fait, et je la remercie pour ça. Et il y a aussi ma nièce Léa qui a fait la photo que vous voyez ici sur la 4e de couverture, et qu'on voit aussi sur mon blog. Alors il y a toujours cette photo, vous allez dire il n'a qu'une photo celui-là. Je ne sais pas, parce qu'en fait à chaque fois qu'on me prend en photo, je ne dois pas être photogénique, à chaque fois je ne suis jamais content du résultat, et je trouve que ça ne me ressemble pas. Et le jour, c'était il n'y a pas longtemps, c'était cet été, Léa donc a pris cette photo de moi comme ça à l'improviste, et j'ai dit ah bah tiens, enfin une photo qui me ressemble. Donc voilà, cette photo, c'est pour ça qu'elle est donc sur la 4e couverture du livre. Ensuite, si on descend encore, on voit les éditions Aciel, donc qui ont édité ce livre. Alors il faut savoir que c'est assez facile maintenant de nos jours d'éditer un livre. Si on a les moyens, en tout cas, si on a les moyens de le faire, il suffit de payer l'imprimeur, de payer le graphiste, etc. pour éditer son livre. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc l'édition à compte d'auteur. Et moi, je ne voulais absolument pas passer par là, je voulais vraiment qu'un éditeur suive mon projet, adhère à mon projet. Et j'ai trouvé donc dans les éditions Aciel vraiment des gens très professionnels et qui ont vraiment foncé avec moi, et j'en suis très content. Voilà. Alors ce livre, donc c'est aussi un livre qui a pris la patience. Hein. Écrire un livre, c'est toute une aventure. Il y a d'abord, déjà la première aventure, c'était la maladie, qui n'était pas toujours une belle aventure. Suivi de la guérison, qui celle-ci était une belle aventure. Ensuite, il y a toute la phase d'écriture, qui a duré pas mal de temps aussi. J'ai commencé à écrire ce livre, même plutôt, j'ai eu l'idée du titre fin 2010. Voilà. Et là, il sort donc en avril 2013, donc il s'est passé 2 ans et demi entre le moment où j'ai eu l'idée du titre et le moment où j'ai sorti, où ce livre est sorti. J'ai donc écrit ce livre en juin 2011. J'ai commencé à l'écrire en juin 2011. Ensuite, bon, il faut trouver un éditeur, parce qu'il prend aussi pas mal de temps. Entre le moment où j'ai envoyé quelques manuscrits, j'en ai envoyé que 10 en fait, hein, à des éditeurs, mais j'avais bien ciblé. Et le moment où j'ai trouvé un éditeur, il s'est passé 5 mois déjà pour commencer. Donc c'était les éditions Aciel qui ont répondu en premier. Il a fallu attendre 9 mois pour avoir une autre deuxième maison d'édition, très connue cette fois, qui voulait m'éditer. Mais c'était trop tard, j'étais avec les éditions Aciel, et je dois dire que j'étais très satisfait de leur travail. Ils ont été exigeants. C'est une petite maison d'édition, mais ils ont leurs exigences. Et je trouve que leurs exigences étaient vraiment très intéressantes, parce qu'ils m'ont demandé de revisiter un peu mon livre, de le rendre plus universalisable, pour que mon témoignage ne soit pas juste un témoignage de plus, mais qu'il apporte vraiment des pistes pour toutes les personnes qui pourraient connaître la maladie, et aussi pour toutes les personnes qui souhaitent rester en bonne santé, qui ont des épreuves à vivre dans la vie, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, hélas. Donc ils ont vraiment réorienté mon livre de cette façon. Voilà donc ce que j'avais à dire sur le premier aperçu du livre. Hein. Je suis assez content, j'aime bien l'aspect général du livre, j'espère qu'il vous plaira aussi, hein, parce que c'est surtout vous qui comptez. C'est assez joli à voir de loin, moi je trouve, c'est une peinture, donc une peinture ça ne se regarde pas le nez dans le livre, hein, il faut prendre un peu de recul, d'ailleurs tout le livre demande à prendre un peu de recul, donc c'est intéressant, vous pouvez le regarder de loin, vous verrez, c'est assez joli moi je trouve.
Voilà, donc il est temps maintenant que je vous lise un ou deux passages, on verra, du livre. Alors j'avais pas envie de prendre des passages vraiment que j'aurais choisi dans le livre, parce que vous allez vous dire, ah bah tiens, c'est le meilleur de son livre qu'il a pris. Non, ben, j'ai envie de faire ça un peu au hasard, et comme je dis souvent, le hasard n'existe pas. Donc j'espère que, enfin j'espère, c'est même pas j'espère, je suis certain que je vais tomber sur des passages qui vont vous parler. Et donc on va essayer de prendre quelque chose un peu au début du livre et à la fin du livre. Alors on y va. Alors, un problème, je tombe sur la loi des 4C, et ça, je ne peux pas vous en parler, car je préférais que vous le découvriez dans le livre. Alors, on va prendre un peu avant. Alors, l'infantilisation du patient. J'ai souvent pu réaliser combien les médecins n'aimaient pas qu'on en sache trop. Marcher sur leur plate-bande, très peu pour eux. Un jour, mon médecin référent m'a dit « Vous avez réfléchi à notre place, pris les décisions à notre place, ce n'était pas votre rôle et ça a fait échouer le traitement. » Voilà un discours éloquent. Pour nombre de médecins, il semblerait que le patient idéal soit à l'image du mouton de Panurge, celui qui fait là où on lui dit de faire. J'ai pu réaliser combien ils n'aiment pas, en général, les patients qui posent trop de questions. Comme s'il y avait des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, ce qui n'est pas très rassurant, il faut l'admettre. La transparence ne serait donc pas la première qualité de la médecine allopathique. Le patient mouton est parfait quant à lui pour la MA, la médecine allopathique, et ses protocoles. Il ne sait rien, ne comprend rien et laisse carte blanche au médecin. J'étais même parfois stupéfait de constater la méconnaissance totale de la maladie chez certains patients. Ils savent en gros de quoi ils retournent, mais sont incapables d'expliquer la maladie en détail. Je trouve cette inculture médicale bien étrange. Pour ma part, lorsqu'on m'a annoncé que je souffrais d'un myélome multiple, je me suis précipité dès mon retour à la maison sur des livres de médecine et sur Internet pour glaner le plus d'informations possible sur cette maladie. Il me semble évident que si on veut guérir d'un mal, il faut d'abord être capable de l'identifier, de connaître ses mécanismes, afin de mieux pouvoir les contrer. Voilà, on va en rester là pour ce premier passage. On va en prendre un sur la fin du livre. Donc je prends encore un peu au hasard. Pourquoi pas ça? Oui, c'est tombé là-dessus, de toute façon. Lorsque vous annoncez que vous êtes atteint d'une maladie grave, chacun y va souvent de son petit conseil. Si c'est aussi votre cas, s'il vous plaît, ne le faites plus. À moins d'être passé par là, et même si cela part d'une intention louable au départ, quelle prétention chez ce conseilleur. Pour moi, c'est exactement du même ordre que les personnes qui vous donnent des conseils d'éducation pour vos enfants, alors qu'elles-mêmes n'en ont pas. Le petit conseil qui revient en majorité est celui-ci. Il faut continuer à avoir une activité professionnelle, il ne faut pas lâcher prise, il faut se battre. C'est une grossière erreur selon moi, car c'est sans doute le meilleur moyen pour passer à côté de soi-même et donc de rester en maladie, puisqu'on ne fait rien pour la comprendre. C'est ainsi que j'ai surpris totalement les personnes qui me disaient « il faut se battre » et à qui je répondais « je vais plutôt lâcher prise », ce qui les laissait en général consternés et sans voix. Et oui, se battre, c'est rester quelque part dans la colère, dans l'exaspération, dans la résistance, c'est s'accrocher désespérément à une illusion comme une moule à son rocher. Au contraire, je milite plus volontiers pour un lâcher-prise total par rapport à tout ce que l'on croit être soi. On l'a vu précédemment, si l'on tombe malade, c'est dans la plupart des cas parce qu'on a perdu de vue sa véritable identité. Au fond de soi, quelque chose ne respire pas le bonheur auquel votre être aspire. Il y a méprise, on s'est fourvoyé, on s'est oublié quelque part. Ce que vous croyez être sera nécessairement remis en question, sinon vous n'auriez pas le cancer, vous auriez un rhume, écrit non sans humour Guy Corneau, qui lui est passé par là et donc a la légitimité à mes yeux pour nous conseiller. Au cours de cette année 2011, j'ai eu le temps de me regarder sans complaisance dans la glace. Chacun regarde devant soi, moi je regarde au-dedans de moi, écrivait Montaigne. Et ce n'est pas chose facile, c'est même souvent assez douloureux.
j'ai fait cesser le bruit, stoppé la fureur, et je me suis retrouvé face à moi-même, cet étranger que décrivait Sogyal Rinpoché. J'ai appris à le connaître et à l'apprécier. Il s'agissait de renouer avec mon vrai moi, ce qu'Eckhart Tolle appelle l'être, et que l'on confond trop souvent avec son faux moi, qui est le mental. J'ai appris également à me déconnecter de mes préoccupations professionnelles, à ne penser qu'à mon bien-être sans réfléchir à ce que les autres pourraient attendre de moi. Il m'a fallu du temps pour accepter l'idée que personne ne m'attendait quelque part, que le monde pouvait tourner sans moi. Nul n'est irremplaçable, dit le proverbe, mais essayez donc d'en faire l'expérience. C'est plus difficile qu'on ne croit. C'est fou ce que l'on peut être fier, on pense que l'on est indispensable, vanité, tout n'est que vanité. Voilà, j'espère que ces deux passages vous auront plu. Pour en savoir plus sur mon livre, vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y aura sous ma vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt sur mon blog. Portez-vous bien. Au revoir.